Et votre invité aujourd'hui en direct dans la grande interview sur Boursorama, c'est Édouard Tétrault. Bonjour Édouard. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, conseiller aussi de dirigeants d'entreprises. On va parler effectivement de la campagne présidentielle en France. Et un mot sur la Russie, sur son influence, sur l'ingérence ou pas dans la campagne présidentielle française. On a vu Marine Le Pen qui est allée se faire adouber par Vladimir Poutine il y a cela quelques jours. En quoi est-ce que c'est problématique qu'elle rencontre l'un des plus grands dirigeants du monde, quoi. Oui, enfin, un des plus grands dirigeants du monde qui est un dirigeant incontournable en tout cas. L'un des plus hostiles à l'Union européenne et donc à la France. Il faut faire un point sur l'ingérence de la Russie dans notre espace français, d'abord dans notre espace aérien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces jours-ci, des bombardiers, des chasseurs russes survolent notre espace aérien en enlevant leurs transpondeurs, c'est-à-dire leurs signaux, gesticulent, créent donc des risques très significatifs pour notre aviation civile, survolent notamment la Manche. Ça, c'est la première ingérence russe. Pour nous tester ? Pour tester Par pure provocation. Par pure provocation. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était en Turquie. La Turquie on s'en souvient. A abattu un de leurs chasseurs. Les Russes sont comme ça. Ils provoquent jusqu'à voir où se trouve la résistance. Il y en a certains qui non seulement ne résistent pas, mais qui choisissent de collaborer. Moi, j'ai été très choqué de voir une des principales candidates à la présidence de la République, Marine Le Pen, aller au Kremlin, je ne vais pas dire prendre ses ordres, mais en tout cas se faire adouber par qui ça ? Vladimir Poutine, qui est son principal créancier. Il faut savoir aujourd'hui que la campagne de Marine Le Pen est essentiellement financée par deux banques russes qui ont le bon goût de faire faillite juste après qu'elles émettent les prêts au Front National. Est-ce que ces prêts en sont vraiment, c'est-à-dire vont-ils être remboursés, ou est-ce que ce sont des cadeaux ? Enfin, il faut ouvrir les yeux sur la dangerosité du modèle, de l'économie et de la société russe. Nous parlons d'un pays qui assassine ses opposants politiques chez eux comme à l'étranger. C'est l'attaque au polonium de Lysenko à Londres. C'est un pays qui a dépénalisé non pas le cannabis, ça serait sympathique, mais les violences conjugales le mois dernier. C'est un pays dangereux qui s'est fixé un objectif, détruire l'Union européenne. Il est donc hostile aux intérêts de la France. Si vous êtes tant soit peu patriote, et je vais oser le mot pour les gens du Front National, nationaliste, vous ne pouvez pas collaborer avec une telle puissance. Bon, concrètement, l'ingérence. Mais ce n'est pas la seule d'ailleurs. On a d'autres candidats qui sont, François Fillon ouvertement, qui ne sont pas opposés, je veux dire, à avoir une relation avec la Russie. Hein. D'ailleurs, si on parlait uniquement à ses amis, on parlerait avec personne. Hein. Écoutez, c'est une chose de prendre la Russie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire notre voisin, un grand voisin, une puissance, et de composer dans la lutte avec contre le terrorisme, on a peut-être besoin c'en est une autre d'embrasser son agenda. Et qui est un agenda destructeur de l'Union européenne, qui est un agenda hostile à la France, hostile à l'Allemagne. C'est une puissance qui s'est ingérée dans les élections politiques américaines. Alors elle a perdu Clinton parce qu'elle a fait une mauvaise campagne, parce que les Américains en avaient assez la dynastie. Oui, David, parce que les deux derniers mois, parce que les 2 derniers mois de la campagne américaine, vous avez eu un pillage des emails du Parti démocrate qui est organisé par la Russie. 2, la majorité des news qui étaient postées sur vos posts Facebook, un partenaire avec Facebook aujourd'hui, étaient des fake news alimentées principalement par la Russie. Nous avons ce phénomène qui a démarré en France. Ah justement, est-ce que la campagne présidentielle française, est-ce qu'on subit une forme d'ingérence et quelle forme elle prend pendant cette campagne en France ? Elle est d'abord financière avec le financement du Front National. Pour le reste, je ne sais pas. Il y a effectivement... Prenez des sites comme Russia Today, Sputnik. Vous savez quel est le budget de Russia Today dans le monde ? C'est 300 millions d'euros. Si l'objectif stratégique de la Russie, c'est d'avoir un candidat à la présidentielle française qui soit favorable à leur agenda et contre l'Union européenne, vous allez mettre quelques dizaines de millions d'euros en campagne hostile à ce candidat dans les dernières semaines. C'est important ce que je vous dis parce que ça va arriver. Or, aujourd'hui, notre réglementation, le CSA, tient pour nul et non avenu, il n'y a pas de limite à la possibilité d'une puissance étrangère, dont la Russie, de construire des fake news, de torpiller notre campagne aujourd'hui. Il faut être très vigilant là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui concrètement sur les réseaux sociaux ? On a beaucoup vu, jusqu'à il y a un mois, des rumeurs sur les candidats les uns et les autres. Et il est assez probable que dans les dernières semaines, cela recommence.
Voilà, il faut Avec mieux en derrière être la main, averti. avec derrière la main de la Russie. On a quelques éléments assez probants en termes de géographie, effectivement. Bon, il y a un agenda commun entre Trump entre Trump et Poutine pour le coup, parce que Oui. eux deux ont intérêt à affaiblir Oui, c'est la destruction de l'Union de l'Union européenne. européenne. C'est le même agenda que messieurs Johnson, Farage et consorts, c'est détruire l'Union européenne, qui a été un facteur de paix et de prospérité pendant 60 ans. À quel dessein? Pourquoi? Ah ben parce que c'est plus facile après de mettre gérer à le monde, genoux, de gérer le ou de monde, gérer un rapport de force plus favorable contre l'Allemagne, contre la France, contre la Grande-Bretagne, et en fait de reprendre la main et de dominer. L'Union européenne, quand c'est 500 millions de personnes, quand c'est une capacité de défense là, qui reste à organiser, ça devient effectivement un défi pour la Russie. Donald Trump, justement, on en parle, il va recevoir en fin de semaine, a priori, si j'ai bien compris, dans sa villa luxueuse de Floride, le président chinois, c'est ça? Oui. Xi Jinping. C'est problématique qu'il reçoive le dirigeant chinois comme ça en Floride. Non, c'est mieux qu'il y ait une bonne relation entre les deux plus grandes puissances du monde, hein, Oui, dans un contexte détendu. C'est très sympathique. Maintenant, si c'est pour faire la promotion des marques de M. Trump, il y a une petite interrogation. Ensuite, et ça va être probablement un des facteurs qui pourront amener à cette destitution. C'est votre dada, c'est votre credo, oui, c'est oui, votre oui, mantra, oui, ça. je Pour pense vous, il que sera destitué avant, Je n'ai avant pas la fin de son mandat. de boule de cristal, mais si vous voulez, quand vous finissez par voir que la diplomatie américaine est dictée par les intérêts privés de la famille Trump, et notamment de son gendre. Vous allez un peu vite pour moi, parce que le gendre, Jared Kushner, aujourd'hui, c'est lui qui gère une partie de l'Empire, c'est ça, de l'Empire Trump? D'abord, qu'il y a des activités à lui qui valent à peu près 700, un actif net réévalué à 700 millions de dollars, ce qui n'est pas rien. Ensuite, effectivement, on lui a confié, c'est lui qui a organisé une partie de la visite avec Xi Jinping, avec le Moyen-Orient. Est-ce que la diplomatie américaine peut effectivement accompagner en bandoulière des intérêts privés? Pourquoi pas? Ou est-ce que ce sont des intérêts privés familiaux qui dictent la diplomatie américaine? C'est le sujet. Bon. Alors, on manque de temps parce qu'il y a plein de sujets à aborder avec vous, Édouard Tétrault. Sur le programme d'Emmanuel Macron, retour maintenant par la campagne présidentielle française, vous n'avez pas le sentiment quand même, vous êtes macronien, vous êtes, voilà, au départ, moi j'aurais plutôt imaginé filloniste sur le programme, mais vous assumez être aujourd'hui plutôt soutien et partisan d'Emmanuel Macron, mais son programme, il ratisse large quand même, il veut faire plaisir à tout le monde. Ce côté attrape-tout, vous admettez qu'il y a un petit côté attrape-tout chez Emmanuel Macron, ça fait plaisir à tout le monde. Eh bien non, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Vous voyez, la taxe d'habitation qui va concerner 80% mesure des électoraliste, ménages, 80% des ménages électoraliste, qui va concerner 80% des ménages français, ça rend fou furieux les maires de France. Et ceux qui votent, c'est Emmanuel Macron assume, ça rend fou furieux les 20% restants qui disent mais c'est honteux, que se passe-t-il? Non, c'est quelqu'un qui prend des Il peut gagner décisions. cette mesure-là, c'est la mesure qui peut le faire gagner, je veux dire. Il n'y a pas plus électoraliste que cette mesure. Non, Édouard. écoutez, vous savez, comment dire David? Cette élection n'est pas comme les autres. C'est une élection où, on va le voir dans le grand débat ce soir, vous avez les dingos, vous avez les bouffons et vous avez un candidat sérieux. Le seul candidat sérieux. Vous le mettez où? Bah écoutez, son programme était sérieux et puis on a vu, je veux pas commenter, on ne tire pas sur une ambulance, je veux pas commenter sur un comportement qui est devenu totalement orthogonal avec un programme qui pouvait se justifier. Orthogonal, c'est bon ça. Orthogonal, c'est-à-dire il fusille non seulement les bonnes idées, il y en avait dans son programme, il fusille sa famille politique et ça je crois que c'est une erreur inadmissible. Nous nous retrouvons avec uniquement un candidat sérieux, pro-européen, pro-entreprise, qui va baisser l'impôt sur les sociétés jusqu'à 25%. Ce que propose François Fillon, ce que propose d'ailleurs Marine Le Pen, ce que Fillon, propose aussi d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, soit dit en passant. La baisse de l'impôt sur les sociétés à 25%. Il est même chez Mélenchon. Et la taxation des revenus à 90%. C'est autre chose. Voilà. On parle de l'IS. Voilà. Bon, en même temps, vous êtes un économiste averti, vous connaissez les mots de l'économie française, le chômage endémique, la pression fiscale record, la dette. On se dit malgré tout qu'il y a des grandes réformes profondes chez Emmanuel Macron. Je veux dire, il est hyper timide, avouez-le, sur la baisse de la dépense publique. C'est timide. C'est même moins ambitieux que François Hollande, d'ailleurs, si on regarde bien. Quand on fait en net toutes les dépenses publiques qui sont en plus, ce qu'il propose comme plan d'économie, c'est moindre que ce que voulait faire François Fillon en 3 ans, les 50 milliards, qui n'auront pas été réalisés d'ailleurs. David, vous savez, moi, un de mes sujets sont les questions de défense et de sécurité. D'abord, effectivement, il faut le dire. On va en parler. Il faut reconstituer les capacités de défense et de sécurité civile intérieure. On va en parler. Mais il faut en parler maintenant, qui ont été détruites, mises à mal sous la présidence de Nicolas Sarkozy et avec François Fillon comme Premier ministre. Il y a plus de 10 000 forces de l'ordre de sécurité à recruter à nouveau.
Et bien effectivement, ça fait partie des engagements qu'Emmanuel Macron prend et va tenir, lui, parce que quand on voit le programme dont on sait qu'il ne sera pas tenu pour le 10e par François Fillon, il faut travailler sur ce qui existe. Vous savez, je ne suis pas non plus un... Comment dire, il y a des choses qui peuvent être améliorées dans ce programme. L'assurance chômage, par exemple, l'assurance chômage pour tous avec une durée maintenue. Pour tous, mais encadré quand même. Tous les 5 ans, on peut démissionner. Mais c'est vrai que voilà, c'est une vraie révolution. Ça, pour le coup, c'est une révolution d'ouvrir l'assurance chômage aux travailleurs indépendants, oui. aux démissionnaires tous les 5 ans. C'est vrai que pour le coup, c'est une vraie révolution qui est en phase avec la nouvelle économie. Ouais. Maintenant, il faudra un vrai débat au Parlement. Et heureusement qu'il y aura un vrai Parlement et pas un Parlement croupion, comme cela a été le cas dans les 2 dernières générations de losers en politique qui nous ont menés là où nous sommes. Il y aura un vrai Parlement qui débattra. S'il a une majorité, ce qui n'a rien d'évident. Alors ça, c'est un point... David, c'est un point extrêmement important. Je ne compare Personne pas ne sait s'il aura Emmanuel une majorité. Macron au général de Gaulle. En revanche, je compare 2017 à 1958. Nous sommes à la fin d'un système, d'une forme de 5e République. Nous avons la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement qui s'effondrent sous nos yeux, même qui se suicident du fait de leur candidat. En 58, le parti du général de Gaulle, l'UNR, était minoritaire à l'Assemblée, avait 33% de sièges. Simplement, il y avait un effet de souffle, il y avait un projet commun qui faisait que la gauche et la droite de gouvernement s'y retrouvaient aussi. À ça, on peut vous opposer que la France est sociologiquement à droite et il pourrait très bien avoir pas une vague bleue, mais une majorité aussi, en tout cas une cohabitation entre les députés républicains et En Marche, et ça serait compliqué aussi. Non, ça serait d'abord, vous savez, Emmanuel Macron, c'est un pragmatique. Okay, c'est bien. Il est concret. Si le Parlement, c'est En Marche plus les Républicains, eh bien, so be it. On agira ainsi. Ce qui compte, c'est de faire avancer ce pays et avec une force politique nouvelle et pas les losers d'hier et d'avant-hier. Enfin, les majorités ponctuelles, les majorités d'idées ou de projets, ça peut fonctionner ou pas. Vous ne savez pas si ça marchera. La 4e République, je vous rappelle que c'était la République des partis et que l'immobilisme était en marche. Pardon, les 6 millions de chômeurs qu'on a aujourd'hui, il n'y a que les losers des générations politiques précédentes, et je ne vais pas donner de nom, qui s'en satisfassent. Pas nous. Donc, que ce soit il est assez probable que le prochain Parlement, parce que le pays est à droite, ait une majorité En Marche plus les Républicains. Eh bien, c'est très bien, au moins le pays avancera avec une donne politique européenne, crédible. Vous savez, c'est important d'être crédible face aux chefs d'État étrangers. Est-ce que François Fillon, aujourd'hui, va être vraiment crédible avec les affaires qui l'accompagnent face à une Angela Merkel, face à un Donald Trump? Je n'en suis pas sûr. Mais face aux graves problèmes de la France, est-ce qu'il ne faut pas un traitement de choc? Est-ce que ce n'est pas trop homéopathique ce que propose Emmanuel Macron? Sachant que sur plein de sujets, il y a des sujets sur l'hyperconcentration de l'impôt sur le revenu, il n'en parle pas du tout, mais c'est un vrai sujet en France. Vous savez qu'il y a 10% des Français qui payent 70% d'impôt sur le revenu. Ce n'est pas un sujet pour vous, ça? Si, ça devrait vous parler, je pense. Ça me parle. Maintenant, le premier impôt en France, c'est aussi la TVA, qui est un impôt indirect et qui touche tout le monde. Il y a des impôts qui sont d'une grande injustice, notamment la taxe d'habitation. Et la CSG, le fait d'augmenter la CSG de 2 points, 1,7 points. La CSG, effectivement, va être... payer, tout le monde, on dirait, de ceux qui ont des placements. Attendez. Il ne faut pas non plus faire une politique où ça va être tout pour les générations qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui 2 millions de NEETs. C'est les jeunes de moins de 25 ans qui n'ont ni emploi, ni formation, ni diplôme. Il faut aussi travailler pour eux. Vous voyez, le remède de cheval, ça va si c'est pour que mes enfants ne payent pas pour les fautes ou les erreurs que j'ai faites dans le passé. Mais si c'est Harpagon qui dit « touchez pas à ma cassette, bande de jeunes, et payez, et je vais prendre des rétrocommissions sur les revenus de mes enfants », je ne vise personne, mais là, ça ne passe plus. On ne tire pas sur l'ambulance. On ne tire pas sur l'ambulance, mais il y a des comportements qui sont orthogonaux avec... Orthogonaux. Voilà. En même temps, on se dit qu'avec Emmanuel Macron, on est dans le prolongement de ce qu'on fait depuis des années avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande. On réforme à la marge le modèle français. On a le sentiment que c'est pas, ce que proposait Fillon, c'était un traitement de choc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais c'est un traitement de choc. D'abord, plus personne n'y croit. C'était déjà peu crédible avant que l'on découvre qui il est vraiment. Maintenant, plus personne n'y croit. Il fera 10% de son... Vous vous souvenez d'un programme qui a été tenu depuis Raymond Barre? Moi, aucun. Je préfère un programme pragmatique, efficace, qui va être amélioré, fortifié, qui en aura besoin par endroits par le débat parlementaire. Sur la dépense publique, il ne va pas assez loin sur les baisses dépenses publiques. Quand on voit le nombre de dépenses
peut-être non financé dans tout ce qu'il a proposé. Pour vous, c'est un homme de chiffres, ça devrait vous faire réagir? J'ai quelques combats ayant dans ma famille des fonctionnaires qui travaillent dans l'État, je sais où est le gras et où il y a des manques. Il est où le gras? Il y a des manques très sérieux d'effectifs et de rémunération dans les fonctions régaliennes, que ce soit la justice, la défense, la sécurité. Le gras, il est évident, d'abord, prenez le maquis de la formation professionnelle en cogestion avec les syndicats patronaux et les entreprises. 32 milliards d'euros. Et vous savez, les 2 tiers de ces investissements sont des dépenses, bon endroit, hein. Des cours de poterie et de macramé pour des cadres et des fonctionnaires qui n'en ont pas besoin. Il y a 1/6 qui arrive pour les chômeurs. Ça, c'est pas possible. Ensuite, il va s'y attaquer, Emmanuel les Macron. fonctionnaires territoriaux, je crois qu'ils ont augmenté de 600 000 en 10 ans pour regarder pousser les ronds-points des collectivités locales. Vous savez qu'on est champion du monde du nombre de ronds-points. C'est pas possible non plus. Il faut aller faire les économies là où il y a du vrai gras. En revanche, je ne me ferai pas dire qu'on est fonctions régaliennes de l'État et aussi dans les fonctions essentielles comme l'éducation, il y a du gras. Notamment la défense, on va finir là-dessus, Édouard Tétrault. La défense, pour vous, c'est la mère des priorités sur le prochain quinquennat, plus largement d'ailleurs pour les gouvernements occidentaux, parce qu'on assiste, et vous l'avez écrit dans une tribune aux Échos, on assiste à une attrition des forces armées françaises. Oui. C'est ça la réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez d'hommes, que les matériels sont vieillissants, obsolètes. Absolument, c'est ce qu'ont accompli nos armées dans ce temps d'attrition où les armées étaient devenues la variable d'ajustement des politiques d'indulgence des générations de losers en politique qu'on a depuis 2 décennies. C'est exceptionnel. Ils ont maintenu leur rang, leur efficacité et d'ailleurs à tel point qu'on se tourne vers eux pour qu'ils essaient de pallier les déficiences des autres administrations, notamment l'éducation, avec la possibilité d'un service militaire obligatoire pour garçons et filles, qui j'espère sera plus long qu'1 mois, parce qu'effectivement 1 mois c'est très insuffisant. Mais c'est voilà, une bonne idée avec finalement 1 mois. Oui, mais ça symbolise pas justement je me serais attendu, la problématique d'Emmanuel Macron. C'est des bonnes idées, mais vous voyez, c'est drôle, j'aurais attendu un candidat de droite là-dessus. Il est un peu à droite, un peu à gauche. Absolument. Et en revanche, c'est un bon point de départ pour un vrai débat au Parlement. Et d'abord, on a du temps. On a du temps devant nous. Il y a d'autres urgences. Les urgences opérationnelles de l'armée, là je vois vos images, ce n'est pas le service militaire. Ouais. Hélas, nous avons d'autres urgences à nos frontières, peut-être même dans nos villes, et ça va être un vrai sujet. En revanche, c'est de l'argent, c'est question d'argent. Aujourd'hui, c'est 1,5 ou 6 points de PIB. Il propose d'aller à 2%, mais tout le monde propose d'aller à 2% chez les candidats. Même Marine Le Pen, elle dit qu'il faut aller carrément à 3% du PIB à horizon 2022. Il pourrait aller encore plus loin. Oui, mais ça c'est pas crédible, parce que dans ces cas-là, vous inflatez, vous achetez du matériel n'importe comment, il faut former les personnes. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous avez les dingos et les bouffons dans cette campagne. Nous sommes, Emmanuel Macron, c'est le candidat sérieux, professionnel, pragmatique. Donc, il y a une demande de sécurité civile et militaire à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui compte tenu de nos nombres d'effectifs, notre matériel, nos investissements. On va augmenter, mais pas n'importe comment. Je vous donne un exemple très concret. Nous avons besoin d'un 2e porte-avions à propulsion nucléaire. Charles de Gaulle aujourd'hui est en cale, en réparation technique. Résultat, nous n'avons plus de projection de force aéroportée. Bon, on va d'abord faire une étude de faisabilité. Ça, c'est professionnel. Ça, est-ce qu'on décide d'allouer 1, 2, 3 ou 3 milliards là-dessus ou pas? Mais en tout cas, sachez, et je crois être bien placé pour le savoir, que c'est un homme qui, même s'il n'a pas fait son service militaire, le fait de sa génération, c'est un homme qui a cette culture-là et qui a compris cette priorité-là, qui hélas va être croissante dans nos prochaines décennies. Qui ne fera pas de la défense une variable d'ajustement? Parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'économies sur le dos de la défense. Alors absolument, à commencer par la présidence Sarkozy et avec François Fillon à Matignon. Voilà. Et poursuivi par Hollande ou pas? Pas en fin de mandat, pas depuis. Non, parce que vous avez eu un moment clé qui a été le Mali 2013, et là tout d'un coup, la prise de conscience que la bataille contre le terrorisme et le djihadisme, elle se faisait pas uniquement dans nos villes, mais elle se gérait en Afrique, en Méditerranée, et que là on est au maximum de nos capacités. On pourrait plus se projeter aujourd'hui sur un autre théâtre d'opération extérieure. Nos forces françaises militaires sont au maximum de leur... On peut encore faire beaucoup de choses à condition de ne pas les fixer à faire de la surveillance des villes comme avec le programme Sentinelle. Mais là, c'est un débat un peu technique. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Édouard Tétrault, essayiste, conseiller des dirigeants d'entreprise, qui était donc votre invité en direct aujourd'hui sur Boursorama. Merci Édouard. À bientôt.